Savez-vous qu'il y a des secteurs de prédilection quand on sort d'une école d'ingénieur ? L'industrie en est un, mais même en cheminant sur cette voie royale, on peut évoluer vers diverses fonctions comme celle de manager ou de directeur d'entreprise. Et puis, bien sûr, on peut aussi participer à la bonne marche du site d'Ariane Group en Guyane, aider à développer l'économie sociale et solidaire en France, s'occuper du transport et de la logistique du Cameroun dans le groupe Bolloré, diriger une branche du groupe Michelin, ou encore vivre une retraite paisible après avoir fait partie intégrante de l'équipe dirigeante de Renault. Ingénieur, finalement, c'est un cursus de formation, mais il y a plein de métiers d'ingénieur. Et je vois aujourd'hui, dans nos 5 enfants, on a un médecin et 4 ingénieurs. Et voilà, ils exercent des métiers différents. Et j'ai finalement été dans ma carrière, après les premières années, beaucoup plus un manager puis un dirigeant qu'un ingénieur. Jérôme Olive a travaillé la quasi-totalité de sa carrière chez Renault, de stagiaire à l'une des plus hautes marches de la hiérarchie. Il a répondu à notre appel de sa maison de famille à Douai, où il gardait alors l'une de ses petites filles. Il a pris le temps de nous raconter plusieurs décennies passées dans l'un des fleurons de l'industrie française. J'ai bientôt 63 ans. Je suis tout juste retraité, marié, 5 enfants. Il n'y a pas eu vraiment d'étincelle. Les choses se sont faites un peu naturellement, dans une scolarité classique, jusqu'au bac, dans une filière scientifique. Cette filière s'est présentée à moi. Tout comme mon père étant médecin, je m'étais posé la question de faire des études de médecine, que j'avais finalement écarté puisque le sang, les plaies, etc., sur moi, ça me dérange pas, mais dès que je vois ça ailleurs, ça me pose un peu de problème. Donc, j'avais écarté ça et naturellement, je me suis retrouvé devant la solution ingénieur et ayant passé mon bac à Saint-Omer, en 1975, j'ai intégré l'ICAM à Lille. À l'époque, il n'y avait pas le choix. Il y avait un seul site ICAM et c'était le site historique qui était à Lille. Pour moi, cette école était vraiment une école type arts et métiers. Moi qui ne savais pas vraiment quel métier je voulais faire d'ingénieur, c'était quelque chose qui était essentiel, permettait d'avoir finalement une culture technique, scientifique dans beaucoup de domaines, mais qui permettait aussi de garder des portes ouvertes. Donc ça, c'est vraiment un point important. Cette alternance théorie et pratique, c'était aussi quelque chose qui m'a finalement aidé à appréhender ce qu'il y avait derrière le mot ingénieur. Et les stages au cours du cursus, globalement, il y en a eu 3. Le premier qui m'a ouvert pour la première fois les portes d'une usine, parce que les usines, je ne savais pas ce que c'était. Donc c'était un stage ouvrier que j'ai réalisé dans une papeterie. Première découverte pour moi. Puis après, l'année suivante, de mémoire en 77 ou 78, un stage de technicien que j'ai fait verrerie cristallerie d'Arc. De la papeterie, je suis passé à la verrerie. Et voilà, dans un monde un peu différent de la fabrication, puisque là, j'y ai fait de l'entretien, de la maintenance de machines. Et puis, le dernier stage, le stage comme élève ingénieur, là, qui dure un peu plus longtemps, et 6 mois, et que j'ai fait là aussi dans un autre domaine, puisque c'était à l'époque dans une cimenterie, où là, j'ai appréhendé un petit peu plus encore ce que pouvait être demain un métier d'ingénieur. On se rend compte que, certes, on va sortir avec un bon diplôme, mais qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et là, la vertu de l'humilité est essentielle. De mémoire, j'ai eu l'occasion de vivre dans mon premier stage. Il y a eu à un moment donné une petite grève pour traiter un problème qui n'avait pas été bien pris en compte, sur lequel il n'y avait pas eu suffisamment d'écoute. Donc voilà, je découvrais vraiment tout ce monde de l'entreprise. Mon ressenti était de me dire, mais ils ont raison. Ils connaissent leur environnement technique et il faut savoir les écouter parce qu'ils disent aussi des choses importantes qui peuvent permettre de faire avancer l'entreprise, qui peuvent permettre finalement à l'entreprise d'être plus efficace au final. Ça a commencé à m'ouvrir les yeux. Diplômé en 1980 et en même temps, là, en juin 80, cet ami d'amis qui était en train de créer son entreprise me propose de le rejoindre. Dans le monde de la micro-informatique, c'était le début des microprocesseurs. Vivre cette start-up, c'est quelque chose qui a un petit peu résonné en moi et c'est ça qui a fait que j'ai dit oui. Je suis
parti dans cette entreprise en prenant des parts. J'ai découvert le monde des microprocesseurs auquel je connaissais pas grand-chose. C'était une sacrée expérience quand même, parce que c'était vivre aussi la réalité quotidienne. Au-delà de la technique, comment on vit, aller chercher nos contrats, se rendre compte qu'on avait des entreprises plus grosses que nous à côté qui étaient intéressées pour prendre des parts de cette société, comment on gère tout ça, voilà. Et puis, je découvrais à côté de ça la réalité de cette start-up dont les débuts étaient pas faciles. On n'était pas capable de se payer tous les jours. Et là, cette réalité très concrète, je l'ai vécue pendant quelques années, et c'est y compris avec cette réalité qu'à un moment donné, j'ai décidé de quitter cette entreprise, de vendre mes parts, parce que voilà, on était mariés, notre premier enfant était né. Bon, voilà, il fallait que j'assume un peu mes responsabilités quand même. Ayant vécu cette start-up, bon, c'est peut-être aussi mon tempérament, je me suis dit, bon voilà, j'ai vécu la start-up, et j'avais bien compris que dans ma start-up, si j'y restais, on s'installait ad vitam aeternam à Lille, etc. Et avec mon épouse, on avait envie un peu de bouger, hein. J'avais fait acte de candidature à Renault et je suis appelé un jour par un responsable RH de Renault pour me parler d'une opportunité dans une des usines, et c'était en Normandie, usine dans laquelle on allait investir pour une nouvelle voiture qui allait sortir, et à l'époque c'était la R25. Donc d'un point de vue technique c'était intéressant, d'un point de vue management, j'allais aussi vivre un réel management d'une petite équipe. Très bien. Et pour m'aider dans cette prise de poste, la proposition qui m'était faite était de dire de faire un stage ouvrier. J'étais embauché, mais de refaire un stage ouvrier à l'usine de Douai, qui était déjà à l'époque beaucoup plus robotisée. Et donc, c'était me préparer à ces nouvelles technologies. Je rentrais chez Renault, c'était en 82, mi-82. J'avais 25 ans. J'ai fait ce stage ouvrier dans les équipes de maintenance à Douai pendant quasiment 6 mois. C'était un moment passionnant et très dense. On habitait à Lille, j'allais travailler à Douai. J'ai travaillé en maintenance dans cette tôlerie de Douai, dans toutes les équipes, en horaire de jour. Je suis allé de nuit réparer des robots. J'ai vécu 6 mois intenses, mais qui m'ont beaucoup aidé pour le futur. Ça fait effectivement réfléchir sur le rôle de la hiérarchie, le rôle du chef. J'avais à l'époque un patron qui nous évoquait cette notion de responsabilité et d'exemplarité de façon très simple, qui était de se dire, vous qui êtes ingénieur, qui prenez des responsabilités, n'oubliez pas qu'un escalier se balaye par le haut. C'était vraiment pour moi important que de prendre ce temps pour vraiment acquérir les bases complémentaires pour exercer derrière ma responsabilité. Donc j'ai vraiment pris ça comme quelque chose d'essentiel pour moi. Et le temps est passé très très vite. Les premiers temps pour moi, c'est vraiment à Sandouville. Au début, on a installé ces premiers robots. J'ai travaillé donc avec cette équipe de 20 techniciens, et au bout de 2 ans et demi, on m'a proposé de partir pour préparer le démarrage d'une autre voiture qui était à l'époque la R21. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau. On découvrait finalement dans l'entreprise et chez Renault qu'il fallait sortir du mode de fonctionnement exclusivement hiérarchique. Il fallait aussi appréhender les projets en équipe projet, avec des personnes qui venaient des différents métiers nécessaires à démarrer une voiture. Ils représentaient leur métier dans ce projet, ils gardaient la ligne hiérarchique, mais en même temps, il y avait un patron du projet et ils répondaient, ils apportaient leurs compétences pour faire avancer ce projet. Donc j'ai participé là après sur le projet R21, et donc ça a été à Sandouville. Et naturellement, après ce poste qui a duré, je ne sais plus, 1 an et demi, on m'a proposé de prendre la responsabilité de la maintenance de la tôlerie. Et là, c'était un vrai cap pour moi entre les années 86 et 89. J'ai découvert que mon patron d'usine, qui avait beaucoup apporté à cette usine de Sandouville, très dynamique pour vraiment la préparer au mieux au démarrage, mais à côté de ça, c'était un homme qui avait fait comme ingénieur toute sa carrière à Sandouville, de jeune ingénieur à directeur d'usine. Et ça m'avait un petit peu marqué en me disant, mais moi, j'ai pas envie de devenir directeur d'usine à Sandouville, j'ai envie de bourlinguer un peu. Et j'étais au fond de moi-même convaincu que ça n'aidait pas à être reconnu comme directeur d'usine que d'avoir ce vécu unique. Bon, donc je me sentais un peu
pris entre le marteau et l'enclume, voyant pas bien comment je pouvais construire cette carrière. J'avais passé un petit peu la tête par la fenêtre, je regardais un petit peu les annonces et de fil en aiguille, j'avais répondu à une annonce. Cette entreprise qui fabriquait des systèmes frigorifiques, des panneaux frigorifiques, allait démarrer une nouvelle usine en Bretagne Sud et il cherchait finalement le futur patron de cette usine. Et moi, j'avais toujours au fond de moi-même ce truc en me disant « Ah tiens, patron d'usine, c'est quand même un sacré truc, quoi. C'est un super boulot, ça. » Patron d'usine, c'est un homme qui a vraiment tous les éléments de responsabilité qui permettent de vraiment piloter un bateau. Et je dis ça va être intéressant en termes de responsabilité qui paraissait relativement global. Ne voyant pas comment à son avis je pouvais faire, cette entreprise qui cherchait potentiellement un directeur d'usine, en plus en Bretagne Sud, donc j'avais un certain écho favorable au niveau familial. Ma femme connaît bien la Bretagne Sud. J'ai cheminé avec cette entreprise et de fil en aiguille, j'ai fini par accepter un contrat en durée indéterminée et je partais à Vannes pour prendre la direction de l'usine qui allait se créer à Vannes. Donc tenant compte de ça, je démissionne de Renault Sandouville. Les gens sont un peu surpris de ma démission. Donc j'étais en préavis chez Renault et au bout de 3-4 semaines, je reçois un coup de fil du patron de cette entreprise. C'était une entreprise familiale qui me dit écoutez, monsieur Olive, finalement on va pas vous embaucher parce qu'avec vous j'ai embauché 5 autres personnes et c'est pas très raisonnable. Ce jour-là, on se sent vraiment petit, on se remet en cause et je me dis mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je peux pas rentrer chez moi, et dire à ma femme finalement j'ai plus de boulot, on me prend pas et je sais pas ce qu'on fait. Je me suis senti vraiment, ça m'a vraiment, je suis tombé de très haut. Et donc je décide à chaud de forcer la porte et d'aller voir mon directeur d'usine. Donc je finis par forcer la porte et réussir à le voir et je lui explique voilà ce qui m'arrive. Je joue carte sur table. Je me suis dit c'est pas la peine de tourner autour de pot. De toute façon il verra bien. Je vais pas lui raconter des salades, ça sert à rien dans la vie. Et il me dit écoutez monsieur Olive, ça tombe bien parce que Renault veut vous garder. Vous êtes identifié comme un homme à potentiel chez Renault. Ah, je dis bon. Et j'ai découvert ce jour-là qu'il y avait un système de gestion de potentiel chez Renault, ce que je savais pas du tout. Et j'ai eu un cheminement avec Paris pour faire un petit peu un point sur ma carrière, ce que je voulais faire, ce que pouvait proposer Renault. Quand Renault finalement me dit nous, monsieur Olive, on veut vous garder, bien sûr la première réaction à chaud, c'est un soulagement. C'est derrière finalement aussi au fond de moi-même une dette avec Renault. Hein. Je me dis, Jérôme, t'es un peu soupolé et impétueux. T'as de la veine quand même. Renault te propose quelque chose. C'est resté au fond de moi-même quelque chose de fort dans ma relation avec cette entreprise. C'est quelque chose que j'ai considéré un peu comme unique, qui caractérisait cette entreprise comme Renault. On voit beaucoup chez Renault des personnes qui ont quitté cette entreprise et qui peuvent y revenir. Voilà, c'est Renault. Au final, au bout de 2 mois, il me fait plusieurs propositions de postes à saisir. Hors de Sandouville, déjà, avec un premier step, dire, il faut que tu te fasses une expérience ailleurs. Entre être dans une autre usine et dans le nord de la France, ou partir à l'aventure dans une filiale de Renault et en Bretagne, à l'époque, cette entreprise s'appelait la SBFM, Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique. Je choisis, mais je vais presque dire nous choisissons la Bretagne avec mon épouse. Pour moi, c'était un peu plus de nouveauté puisque c'est le monde de la fonderie. Ce qui m'intéressait bigrement dans cette entreprise, c'est que c'est une filiale de Renault à 100% et que cette filiale travaille pour d'autres constructeurs automobiles et me dire tiens, sortir un peu du strict monde de Renault, vivre cette relation, fabriquer des pièces pour d'autres constructeurs automobiles, c'est intéressant. Et donc nous sommes partis à Lorient mi-89. Je prends d'abord une responsabilité technique pendant 2 petites années. Cette entreprise était vraiment à taille humaine, mais un monde en même temps dur, un monde très syndicalisé. Je découvre là des relations sociales beaucoup plus binaires. Je le vis d'abord un peu de l'extérieur, si je puis dire, puisque le monde technique, la maintenance, c'est un peu différent. Et au bout de 2 ans, je prends la responsabilité de l'ensemble production, maintenance, technique. Et donc, je prends finalement la partie usine de cette entreprise comme responsabilité. Lorient, pour moi, c'est effectivement un temps vraiment
fort pendant 7 ans. D'abord, apprentissage pendant 2 ans à travers la technique, et puis après, vraiment un temps très fort au niveau managérial. Il fallait réussir à mettre cette entreprise en mouvement. Donc ça a été des moments pas faciles à faire accepter. Donc y compris, j'ai connu la réalité de temps de blocage, de grève. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un blocage ? C'est des périodes où, dans un atelier donné, où on cherchait à travailler autrement pour être plus efficace globalement, un refus d'avancer dans cette voie du syndicat, un refus d'essayer, etc. Il faut être en support, en soutien avec sa ligne hiérarchique pour réussir, malgré tout, à la fois débloquer la situation, parce qu'on a des clients à fournir, et en même temps, réussir à faire un pas en avant pour faire avancer cette entreprise. Ce qui est pour moi essentiel dans ces moments-là, c'est cette exemplarité, ce lien, les pieds sur le terrain, c'est-à-dire concrètement être au contact, y compris des opérateurs. Il y a le syndicat, mais il y a aussi le terrain et les opérateurs. Être clair avec eux, que eux sachent qui on est, sachent que en face d'eux, ils ont quelqu'un qui est cohérent avec lui-même, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Au-delà des grèves, j'ai eu d'autres types de moments. J'ai vécu une séquestration, là aussi, de mémoire pour une évolution d'organisation qu'on voulait faire, un désaccord. Et la façon là de montrer leur désaccord, c'est qu'ils m'ont, à 200 personnes, ils m'ont enfermé dans mon bureau pendant une journée. Bon. Au début, on est un peu surpris, certainement un peu de désarroi. Et puis après... il faut se parler, donc ça peut pas durer une éternité, il faut se parler. Donc voilà, les choses se sont passées au bout d'une journée, on a fini par se parler. Et quand on a parfois en face de soi des personnes qui sont en permanence dans la provocation, que l'on est jeune et parfois un peu soupolé, effectivement, il faut garder son calme. Il faut de temps en temps mettre ses mains dans ses poches, parce que bon, c'est pas la solution que d'en venir aux mains. Il faut apprendre à tourner sa langue, parce que parfois des silences valent mieux que des réponses abruptes. Toute grève est quelque part un échec, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas réussi à converger, on n'a pas partagé un projet, on était en désaccord sur un projet. Donc bien sûr que quelque part c'est un échec. Après, les responsabilités vis-à-vis de cet échec sont bien sûr plus ou moins partagées. Bon voilà, c'est intense socialement et ce sont en même temps des années passionnantes. J'y ai passé 7 ans. J'ai vécu la Société bretonne de fonderie et de mécanique dans un contexte syndical monolithique. Une CGT, c'est tout. Je suis arrivé à Douai en 1996, responsable d'un gros département de tôlerie, là aussi, et avec là plutôt une palette de syndicats. J'avais la CGT, la CFDT, FO, puis on a eu Sud, la CFTC. Bon voilà, donc un contexte complètement différent. Douai, c'est un nouveau challenge, mais je découvre une relation sociale complètement différente. Et de ce côté-là, c'est du billard. J'arrive à Douai pour démarrer le premier scénic. Beaucoup d'investissements en tôlerie, il faut démarrer tout ça. Donc finalement, toute l'usine est tournée vers ce démarrage, vers le succès de ce démarrage. On rencontre le succès. Toute l'usine de Douai est fière du succès de cette voiture. Et en un an, on passe de 400 scénics jour à 1600 scénics par jour. On a un vrai cercle vertueux qui tire l'usine vers le haut, tire la performance de l'usine vers le haut, et ça marche bien. J'ai vécu cette expérience de la tôlerie, puis après... De la tôlerie, j'ai pris la responsabilité des fabrications sur l'usine. C'était en 1999, j'ai donc 42 ans. Et finalement, commençant à prendre racine, si je puis dire, à Douai, je connaissais cette usine par cœur. Je connaissais beaucoup de monde dans cette usine. J'habitais à Douai, donc petite ville moyenne de province. Voilà, donc on était implanté à Douai et j'étais convaincu qu'il allait falloir que je bouge. Je restais cohérent avec moi-même. Et étant arrivé en 96, je me disais, je ne serai jamais directeur de l'usine de Douai. Je prendrai une direction d'usine ailleurs. En 2004, début 2004, on me demande de reprendre la direction de l'usine de Douai. Voilà, j'ai été surpris, mais heureux. Et c'est un moment important pour moi, que cette direction d'usine.
Et c'est à moi de donner le cap à cette usine, c'est à moi à être clair sur les objectifs pour l'année, etc. On sortait d'un démarrage de voiture qui avait été assez difficile, pour un tas de raisons, peu importe. Et donc il fallait vraiment que l'usine retrouve ses modes de fonctionnement, son efficacité. J'avais pris à l'époque un challenge très simple, très important, mais très simple. C'était de dire, on avait une usine concurrente qui fabriquait, une des voitures qu'on fabriquait était aussi fabriquée en Espagne. Notre job, on met en termes de coût, de qualité, l'usine concurrente espagnole dans notre rétroviseur. On était dans leur rétroviseur, l'objectif était de les mettre dans notre rétroviseur. C'est l'époque de croissance de l'usine de Douai. On est monté à produire en 2004-2005, on est monté à 2400 voitures par jour dans cette usine. Ça veut dire que toutes les minutes, 2 voitures sortent de l'usine. On a vraiment tiré la performance de l'usine, amélioré la qualité, donc on a fait un super boulot. 2400 voitures par jour, c'est effectivement un record pour l'usine, c'est un record pour Renault, je suis pas sûr qu'on le battra. C'est des niveaux de production très significatifs. Patron d'usine dans une usine automobile, quand on voit 6000 salariés, c'est un gros paquebot, quoi. Mais se dire, on prend des décisions, on tourne la barre dans un sens et on voit le paquebot y aller petit à petit, s'orienter vers ça, et puis finalement on arrive à tenir les objectifs, c'est des moments de grande satisfaction finalement et de fierté, y compris avec l'ensemble de la ligne hiérarchique et l'ensemble des salariés. Deuxième semestre 2009, la direction générale m'appelle pour me proposer de prendre la direction générale de Renault Dacia en Roumanie. Donc on s'est dit, allez, on plonge, on part en Roumanie. Et moi, entre deux, j'avais eu l'occasion de toucher un petit peu du doigt ce qu'était la Roumanie pour Renault. C'est un peu unique pour Renault, puisque dans ce pays, Renault a racheté Dacia et on a en Roumanie tous les métiers nécessaires à un constructeur automobile, de l'amont à l'aval. On a un centre de design, on a un ingénierie, on a des moyens de test, des pistes d'essai, on a aussi une équipe commerciale, etc. Et donc je me suis dit, c'est vraiment un truc unique. Moi qui suis un pauvre industriel, je vais aussi découvrir les autres métiers d'un constructeur automobile. Bon, voilà, c'est tout ça qui nous a fait décider de partir en Roumanie. En Roumanie, à partir de janvier 2010, on y est resté finalement 4 ans. Et puis, au bout de ces 4 ans, on m'a proposé de revenir dans le monde industriel pour prendre la responsabilité des usines européennes de Renault. Donc il y a 17 usines en Europe, et cela à partir de janvier 2014. Il y a des patrons d'usines, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils étaient aussi compétents que moi. Et donc l'objet, c'est d'être capable plutôt de trouver des synergies entre ces 17 usines pour les faire mieux fonctionner ensemble. Toutes ces usines implantées dans des pays différents, qui ont chacun un peu leurs caractéristiques. Ne pas négliger la fierté des Espagnols, pas négliger aussi ce que peut ressentir une usine un peu isolée comme une usine en Slovénie, toute seule, au milieu de nulle part. Comment faire qu'ils se sentent un peu intégrés, etc., etc. Donc c'est un petit peu ça, le travail d'un patron d'usine en Europe. Voilà, et de fil en aiguille, Monsieur Ghosn me demande finalement de travailler auprès de lui pour prendre la responsabilité pour l'Alliance, donc pour Renault, Nissan et puis après-demain Mitsubishi qui allait rejoindre l'Alliance, pour prendre la responsabilité de tout ce qui concernait ce qu'on appelle la stratégie industrielle. Donc, dans le monde, où fabrique-t-on quelle voiture, quel moteur, quelle boîte de vitesse et dans quelle usine, de prendre la responsabilité de toute la supply chain, toute la logistique monde de Renault, Nissan. Je change de dimension. Autant l'Europe, c'était en continuité avec ce que je faisais, autant cette dimension alliance est pour moi nouvelle. Alors là, je change d'échelle, je suis vraiment à l'échelle du monde. Il faut travailler avec des gens que je connais beaucoup moins bien, des cultures un peu plus lointaines, les Japonais, les Nord-Américains, les Chinois, les Russes. J'ai des équipes dans chacun de ces pays. Donc quitter son habit de Renault pour vraiment exercer une responsabilité un peu plus globale. Et puis comprendre les modes de fonctionnement au Japon, les processus de décision, comment ils se prennent au Japon, ils n'ont rien à voir avec ce qui se fait en France, et ça dans tous les pays. Le bon manager, c'est le manager qui s'adapte à ses équipes et ses collaborateurs. Pour s'adapter à ses équipes et ses collaborateurs, il faut les connaître. Il faut connaître leur mode de fonctionnement, leur culture. C'est ça qui rend le management si difficile mais si passionnant. Il faut l'inventer avec chaque personne, avec chaque équipe.
J'ai vécu cette responsabilité un peu mondiale auprès de Monsieur Ghosn pendant 3 ans. C'est quelque chose de très prenant, extraordinaire, passionnant, excessivement prenant. Les mois se déroulent de façon immuable, de façon très simple. 1 semaine à Paris, direction générale de Renault, 1 semaine, ou voire une 2e semaine au Japon pour vivre les semaines de la direction générale de Nissan et de Mitsubishi après, et 1 ou 2 autres semaines pour suivre les gros projets de l'Alliance à travers le monde. C'était passionnant. Je passais la vie en avion, j'ai essayé de protéger un peu la partie familiale. Mon épouse avait repris son travail de médecin sur Douai et donc j'ai essayé le week-end d'être à Douai. Donc pendant quand même un certain nombre d'années, on se voyait le week-end. Hein. C'est rude. Il faut se soutenir mutuellement. Au bout de 3 ans, il y avait la volonté d'aller plus loin au sein de l'Alliance, donc j'ai fait des propositions à Monsieur Ghosn et en même temps je lui ai dit que je souhaitais prendre autre chose parce que ça sollicitait beaucoup. Bon voilà, donc une fois que j'ai dit à Monsieur Ghosn que je souhaitais ne pas rester dans ce poste plus de 3 ans, au bout de 3 ans, j'ai repris une responsabilité industrielle sur toute une zone Eurasie pour Renault, Nissan et Mitsubishi. Donc je me suis occupé au niveau industriel de la Russie, de la Turquie, de la Roumanie, de l'Afrique du Nord. Pendant toute cette période-là, mon responsabilité de mon dernier poste chez Renault, il y a eu en parallèle cette crise entre l'Alliance et Monsieur Ghosn. Bien sûr que c'est une crise qui nous a touchés. Je reviendrai pas sur le sujet vis-à-vis de Monsieur Ghosn, ce qu'il a fait ou pas fait. C'est pas l'objet. C'est quelque chose qui touche en tant que salarié, en tant que dirigeant, puisque ça impacte l'entreprise. Ça fait inévitablement réfléchir à tout dirigeant à l'exercice du pouvoir, bien évidemment. Après cette responsabilité au niveau Eurasie et tous ces événements, il me paraissait naturel de passer à autre chose. Et donc, j'ai saisi l'opportunité de partir en retraite après une 40aine d'années. Cette fin de carrière, avec tous ces événements qui l'ont pollué, ne change rien à ce que j'ai vécu avant. Le cap passé, finalement, je ne regrette rien. Ingénieur, c'est pas un métier. Ingénieur, finalement, c'est un cursus de formation, mais il y a plein de métiers d'ingénieur. Et je vois aujourd'hui, dans nos 5 enfants, on a 1 médecin et 4 ingénieurs. Et voilà, ils exercent des métiers différents. Et j'ai finalement été dans ma carrière, après les premières années, beaucoup plus un manager puis un dirigeant qu'un ingénieur. Quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, finalement, ce que j'ai fait, bien sûr que j'ai pas tout fait bien, bien sûr les regrets dans la vie ne servent à rien. Mais je suis heureux de ce que j'ai fait et je me dis que c'est un bel exemple de parcours de carrière qu'il est possible de faire dans une entreprise. Les plus gros regrets que je pourrais avoir concernent plutôt la partie famille, parce que je me dis que j'ai quand même consacré beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup d'heures à mon entreprise et par moments pas beaucoup côté familial. Petite anecdote, au début de ma carrière, quand j'ai rejoint Renault, nous avons eu à chaque démarrage de voiture, à la maison, il y avait une naissance. Donc il fallait mener les deux, et bon, j'ai parfois été plus présent à démarrer mes voitures qu'aux naissances. Quand je vois aujourd'hui mes enfants, y compris mes enfants qui sont ingénieurs, ils exercent leur responsabilité de père et de mère peut-être avec beaucoup plus de présence que moi. Et j'en suis admiratif. Donc j'essaie de compenser avec mes petits-enfants. Puis quand je vois finalement, alors c'est pour ça que les regrets avec la famille, j'en ai... Bon, je me dis, j'aurais peut-être pu passer plus de temps, mais en même temps, nos enfants, l'une est médecin, ma femme est médecin, donc finalement, elle a suivi trace de sa maman, et les 4 autres sont ingénieurs, et je ne les ai pas écœurés du métier d'ingénieur, puisque ils ont pris ça. Et si je vais un petit peu plus loin, je suis vraiment heureux et fier que une de nos filles a finalement choisi de faire l'ICAM. Je l'ai jamais poussée dans cette voie-là. C'est elle qui a choisi. Voilà, elle a fait l'ICAM et est mariée avec un ICAM. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le 6e épisode de la 2e saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que ce témoignage d'un parcours exemplaire vous a éclairé sur ce qu'un ingénieur peut accomplir au sein d'un même groupe. Vous pouvez retrouver les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 700 élèves.
Aujourd'hui, le réseau compte plus de 16 000 ingénieurs ICAM partout dans le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr, icam.fr, et à nous rencontrer. À bientôt!